Qu'est-ce qu'il en est de cette transparence des algorithmes publics aujourd'hui ? Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est de dire, c'est pas parce que, enfin, en fait, il y a des systèmes qui ne sont pas si compliqués techniquement, dont on pourrait rendre transparents les paramètres, dont les paramètres ne sont actuellement pas rendus transparents. Et je pourrais y revenir. Pour moi, la transparence, elle doit être encore plus large que ça. Mais le problème actuel, l'un des problèmes, hein, c'est que ces critères-là sont rarement rendus publics par l'administration. J'irais même plus loin, l'administration rend rarement publique l'existence des algorithmes qu'elle utilise. Alors, il y a plusieurs raisons avancées par l'administration. Hein, par exemple, pour Parcoursup, il y a un article de loi, d'ailleurs, qui introduit une exception à la règle de publication des critères de calcul, qui est protéger le secret des délibérations pédagogiques. Donc on dit, les systèmes ne doivent pas être connus par défaut pour protéger le libre arbitre, ce genre de choses. On peut y revenir, on peut contester ça. Côté CNAF, la CNAF a dit, si on ouvre les paramètres de l'algorithme, les fraudeurs vont s'en servir pour tromper le système. Ce qui est un argument, je vais y revenir là, qui est assez intéressant à deux niveaux. D'une part, parce que on voit bien que la CNAF joue habilement entre la double utilisation à la fois pour les erreurs et pour les fraudes, puisque en fait, il est majoritairement utilisé pour détecter les erreurs. Donc techniquement, c'est un argument qui tient pour une partie du système, mais pas pour toute son utilisation. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, la plupart des critères, je l'ai rappelé précédemment, utilisés par la CNAF, c'est des critères qui sont socio-économiques. Donc ça voudrait dire, il faudrait que j'abandonne un de mes enfants. Ça changerait mon score, mais je ne sais pas si quelqu'un veut abandonner son enfant pour changer son score. Il y en a bien qui en font pour gagner des parts sociales. Enfin, des... Apparemment, oui. Bon, voilà, on peut... Bon. Non, ça veut dire qu'il faut juste traverser la rue pour avoir un emploi stable, comme dirait Emmanuel Macron. Enfin, il y a un moment donné, c'est pas très compliqué, aucun commentaire. Merde. Et donc, voilà, donc on voit que ça, c'est des arguments qui sont avancés par les administrations. Qu'on peut contester aussi. Donc. Et donc on voit qu'il y a un certain nombre de risques à tout ça, hein, les risques d'exclusion, d'erreurs, de discrimination, etc. Mais bon, passons... Tu as le bonjour d'Albert. Passons à Albert. Passons aux intelligences artificielles. Alors, notamment qui a fait l'objet de toute une partie d'un sujet dans une émission sur France Télé, un cache investigation en l'occurrence. Albert, c'est quoi ses particularités ? Qui a pensé Albert ? Nous, ce qui nous interroge beaucoup aussi, c'est qui sont les faiseurs de ces technos qu'utilise ensuite l'administration publique française. Est-ce que c'est fait en interne ? Est-ce que c'est acheté à l'extérieur ? Voilà. Donc, partons sur Albert et explorons cette piste pour savoir qui est derrière ces technos qui arrivent aujourd'hui sur les postes de travail de nos fonctionnaires. Des agents. Oui, tout à fait. Donc, alors, Albert, ou en tout cas Albert France Service, c'est un outil qui a été développé par la direction interministérielle du numérique en lien avec des prestataires, donc une espèce de collaboration entre l'administration et des prestataires privés, pour mettre à disposition des agents des maisons France Service un chatbot moteur de recherche pour pouvoir répondre aux questions des personnes qui venaient prendre rendez-vous dans les maisons France Service. Et donc c'est un mini chat GPT à l'échelle. Exactement. Et en fait, c'est exactement. Et c'est basé sur un LLM. Je ne sais pas s'il faut que j'explique LLM dans votre émission. Quelqu'un s'en charge pour moi, je crois. C'est ça, voilà. On s'en charge, t'inquiète. C'est un grand modèle de langage. C'est les grands modèles qu'on retrouve derrière ChatGPT. En fait, ils ont refait un modèle à la ChatGPT, mais entraîné beaucoup sur des données françaises, dédiées à l'administration et recréé, je crois, quasiment de zéro ou à partir d'une souche en open source pour que ce soit aussi le plus souverain possible, le mieux maîtrisé. C'est ça. En tout cas, l'objectif affiché, c'est la souveraineté. Il y a un certain nombre d'informations techniques qui sont disponibles sur GitHub. Donc, si les plus techniques d'entre vous veulent aller voir, vous pouvez. En tout cas, voilà. Donc, oui, il y avait cette volonté que ça soit souverain et que ça soit pas dépendant, justement, d'entreprises américaines. Ouais. Et alors, du coup, quel problème avec Albert ? Est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce que ça donne satisfaction ? Alors, est-ce que ça y est, on peut dire que l'administration française fait de l'IA ou pas ? Alors, moi, j'ai pas personnellement travaillé directement sur Albert. Je peux vous dire, en revanche, ce qui me pose question dans la démarche.
Ceci étant dit, je voudrais aussi dire que Albert France Service, je considère que c'est un algorithme qui est moins dangereux que l'algorithme de score de risque de la CAF. Enfin, je pense qu'il faut aussi faire peut-être la distinction entre des usages plus ou moins dommageables pour certaines personnes. Oui, c'est important parce que juste, il faut rappeler que Albert, il est au service des agents pour les aider à formuler des réponses plus facilement vis-à-vis des administrés, c'est ça C'est ça. En tout cas, c'est l'objectif du système. On peut se poser plusieurs questions. On peut se poser la question de est-ce que c'est les agents qui ont fait cette demande? Qui a décidé en fait que les agents avaient besoin d'un tel outil? Par exemple, est-ce que les agents manquent vraiment de temps dans les maisons France Service pour répondre à des demandes? Peut-être, mais ça c'est quelque chose qu'il faut vérifier. On peut aussi vérifier si le problème c'est le manque de temps. Est-ce que un LLM dont par définition on sait que même s'il cite ses sources, il faut aller vérifier systématiquement les informations, permet ce gain de temps? Je ne sais pas. Donc ça c'est des questions qu'on peut se poser. Et après on peut se poser aussi la question des résultats. Donc en termes de est-ce que si on s'est fixé ses objectifs, Albert atteint ses objectifs? On sait par ailleurs qu'il y a des exemples, par exemple dans la ville de New York, où un chatbot mis à disposition des chefs d'entreprise par la municipalité donnait des résultats complètement désastreux. Donc en fait, les exemples publics qu'on a ne sont pas très probants. Ouais, Partant de tout ça, moi ma question principale que j'ai pour Albert, c'est où est le programme d'expérimentation public et où sont les évaluations? Parce que l'enjeu, ce n'est pas de ne pas expérimenter. On peut expérimenter sur des choses, notamment si le problème est bien défini, qu'on a fait participer les utilisatrices et les personnes touchées. Enfin, moi, ça me paraît très intéressant. Mais quelles sont les conditions de cette expérimentation? Est-ce que on sait comment on va évaluer le système? Quels ont été les résultats de cette évaluation? Et si les résultats ne sont pas probants, est-ce qu'on va décider de stopper l'expérimentation? Et ça, c'est des choses qui ne sont pour le coup pratiquement jamais rendues transparentes. Nous, c'est des chiffres qu'on produit avec l'ODAP, l'Observatoire des algorithmes publics, sur lesquels je pourrais revenir, mais qui sont très importants pour le débat démocratique, notamment parce que ça coûte aussi beaucoup d'argent public. Exactement, et c'est non seulement frappé au coin du bon sens, mais en plus tu faisais mention de notre public, ça devrait parler à notre public parce que c'est exactement les mêmes logiques en entreprise, il y a une notion du UX design. Pourquoi on a besoin ou pas d'une IA à un moment donné, d'un LLM à un moment donné? Pourquoi faire plutôt que foncer tête baissée sur un truc parce que, entre guillemets, c'est à la mode ou parce qu'on a l'impression qu'on va laisser passer le train et donc on va encore être pris pour des guignols? C'est se poser cette question-là d'abord et puis mettre les KPI qui vont bien pour mesurer l'efficacité du truc parce que tout le monde se gargarise des soi-disant gains de productivité qu'on est censé obtenir avec et parfois c'est vécu comme un caillou dans la chaussure par ceux qui l'utilisent et donc de fait, ils ne l'utilisent pas. Donc effectivement, ça ne communique pas sur l'intérêt, sur les résultats, sur les critères d'évaluation. Et donc, vous faites comment à l'ODAP pour enquêter là-dessus? Oui, et peut-être avant de répondre à ta question, je voudrais souligner un point par rapport à ça, c'est que cette approche par la tech, par l'outil, par la technologie plutôt que par le problème, elle a des conséquences qui sont très concrètes en matière de politique publique. On peut remonter à l'exemple de la CAF, parce qu'en fait, à la CAF, ce dont on se rend compte, c'est que les erreurs dans les dossiers des allocataires, qui génèrent des trop-perçus notamment, sont dues à un manque d'information préalable des allocataires. Donc les allocataires ne savent pas quelles ressources ils doivent exactement déclarer. Et donc, on pourrait imaginer, au lieu d'essayer de trouver une solution en aval, donc après coup, de contrôler les allocataires pour rectifier les erreurs, on pourrait essayer de les prévenir. Plus de pédagogie et de communication en amont, quoi. Pédagogie, communication, adaptation de la législation, ça pourrait même être du numérique. Enfin, il y a plein de choses à imaginer. Et le fait de se concentrer, par exemple, sur la technologie pour le contrôle ou bien améliorer l'algorithme de contrôle, ce qui à mon sens est un non-sens, mais bon, ça c'est un autre sujet, elle nous empêche d'ouvrir notre imagination et d'être créatif et d'être innovant justement dans les solutions qu'on veut proposer. Et mais est-ce que c'est pas la même chose? Tu peux te dire que ce score finalement il sert à cibler les personnes pour avoir une bonne information auprès d'elles, de celles qui ont plus besoin de la bonne information pour ne pas faire d'erreur. Tu pourrais dire ça, mais tu pourrais aussi, on pourrait même utiliser, c'est presque, si on voulait vraiment aider les personnes, parce qu'il y a des personnes qui ne reçoivent pas assez d'argent de la CAF, ça s'appelle les rappels. On pourrait imaginer qu'on utilise cet algorithme en priorité pour identifier les personnes qui devraient percevoir plus d'argent. Oui. Ce n'est pas le choix de la CAF. En fait, la CAF a optimisé son modèle pour les indus. Donc, on le voit aussi que dans les choix techniques, on a des décisions qui sont très politiques, mais qui sont cachées sous couvert d'objectivité. Donc ça, je pense que c'est aussi important de le rappeler. Et le même outil peut être utilisé pour des emplois
très différents, donc ça peut être aussi une pente glissante, ou alors quelque chose qui pourrait être bénéfique. Et si on je ne suis pas là à dire que la technologie est neutre. Oui, bien sûr, surtout pas. Je dis que bon. Voilà. Mais si on revient effectivement à la question sur comment vous allez chercher, vous, ces fameuses informations, et tu es passé d'abord par un petit chemin de traverse en rappelant qu'il y avait quand même un impact politique très fort. Il y en a un qui est évident, et notamment dont on a conscience aujourd'hui parce qu'on parle de budget, c'est qu'effectivement, ne pas se poser la question d'aller développer ou faire développer par d'autres des outils dont on n'a pas forcément besoin et qui ne sont pas forcément efficaces, ça a un coût aussi, hein, rappelons-le. Oui, tout à fait. Un coût qu'on connaît assez mal parce que ces informations-là ne sont pas publiques. Et donc nous, en gros, le constat duquel on est parti avec mes 2 cofondatrices de l'Observatoire des algorithmes publics, qui s'appellent Estelle Harry et Camille Girard-Chanudet, c'est que, bonjour à elles, on les salue, c'est que malgré l'utilisation croissante de l'automatisation des algorithmes de l'intelligence artificielle dans l'administration, on n'a toujours pas un panorama de ce que l'administration utilise. Malgré l'existence de certaines obligations légales, mais qui de toute façon ne couvrent pas tous les systèmes. Tu veux dire qu'on ne sait pas, on n'a pas une cartographie de tous les algorithmes qui sont utilisés par l'administration française aujourd'hui. Il y a des zones d'ombre, quoi. Exactement, il y a majoritairement de l'ombre. Ouais. Et donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est déjà dans un premier temps de se dire, il existe en réalité déjà un certain nombre d'informations sur quelques algorithmes qui existent publiquement, qui sont partagés soit par les administrations elles-mêmes, donc via de la communication, dans des rapports, dans ce genre de choses, ou alors parfois si elles ont respecté leurs obligations légales sur des pages en ligne, ou bien par des chercheurs, des chercheuses, ou bien par des associations comme la Quadrature du Net, qui ont fait un gros travail sur les algorithmes de la CNAF également. Et la Cour des comptes, justement. Exactement. Est-ce que la Cour des comptes, elle fait le job? Parce que comme ce sont des investissements, normalement, ça doit être audité, tout ça, non? Oui, alors la Cour des comptes, elle a sorti un rapport très intéressant l'année dernière sur l'IA au ministère de l'économie et des finances, que je vous invite à lire. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était une lecture très divertissante. Je suis pas sûre que ça soit le cas de tout le monde, mais pour le coup, on a les passe-temps qu'on peut, qu'on mérite, je ne sais pas. Moi, je suis dans le rapport de l'IEA, l'Agence internationale de l'énergie, sur le poids environnemental de l'IA. Je vous le conseille aussi, 300 pages passionnantes, pareil. Je vois qu'on a les mêmes week-ends, c'est super. En fait, donc, et ce qu'on voit par exemple, c'est que la Cour des comptes a réussi à avoir des informations sur des algorithmes dont on ne connaissait pas l'existence, parce que pour le coup, pour leur audit, ils ont fait des demandes, notamment. Ouais. Exactement. Et la Cour des comptes a accès à des informations auxquelles nous, on n'a pas accès. Et donc, nous, dans un premier temps, ce qu'on s'est dit à l'ODAP, c'est on n'a pas forcément les moyens d'aller... en tout cas, dans un premier temps, ce qu'on veut faire, c'est montrer que c'est possible, avec les informations qui existent, de rassembler déjà des informations de base sur un certain nombre d'algorithmes qu'on va mettre sur une base de données en ligne accessible à tout le monde. French Tech, esprit critique pour Tech Critique.